Chapitre 6. Journal de Mina Murray, Whitby, 24 juillet. Lucie, plus jolie et plus charmante que jamais, est venue me chercher à la descente du train. Et nous nous sommes rendus aussitôt à l'hôtel du Crescent où elle et sa mère ont leurs appartements. C'est un endroit ravissant. Une petite rivière, l'Esk, coule à travers une vallée profonde qui s'élargit peu à peu aux abords du port. Un grand viaduc passe au-dessus, supporté par de hauts piliers. Quand on regarde entre ceux-ci, le paysage apparaît plus étendu qu'il ne l'est en réalité. La vallée est très belle, d'un vert magnifique, et les collines sont si escarpées que lorsque vous vous trouvez au sommet de l'une ou de l'autre, c'est à peine si vous apercevez le creux au fond duquel serpente le cours d'eau, à moins que vous ne vous teniez tout au bord du précipice. Les maisons de la vieille ville sont toutes coiffées de toits rouges et semblent grimper les unes sur les autres, comme on le voit sur les gravures qui représentent Nuremberg. À peine a-t-on quitté la ville, on arrive aux ruines de l'ancienne abbaye de Whitby qui fut mise à sac par les Danois, et où se situe une partie de Marimont. La scène, entre autres, où la jeune fille est emmurée vive. Ce sont des ruines immenses qui vous donnent un réel sentiment de grandeur et pittoresque par plus d'un aspect. Une légende veut que, parfois, une dame apparaisse à l'une des fenêtres. Entre ces ruines et la ville s'élève le clocher de l'église paroissiale, laquelle est entourée d'un vaste cimetière. À mon avis, c'est le plus bel endroit de Whitby. On a de là une vue magnifique sur le port et sur la baie d'où promontoire s'avance dans la mer. Dans le port, ce promontoire devient si abrupt que les bords se sont éboulés, et que certaines tombes, car le cimetière se prolonge jusque-là, ont été détruites. Des allées plantées d'arbres traversent le cimetière, et des bancs engagent les promeneurs à s'asseoir des heures entières tout en contemplant le paysage et en s'abandonnant aux caresses de la brise marine. Moi-même, je viens souvent m'y installer pour travailler. En fait, je suis assise en ce moment sur un de ces bancs et j'écris, mon cahier sur mes genoux, non sans écouter cependant la conversation de 3 vieillards près de moi, qui, sans doute, n'ont rien à faire de toute la journée que se réunir ici pour parler de la pluie et du beau temps. À mes pieds, c'est le port, et au-delà, un long mur de granit qui s'enfonce dans la mer et finalement dessine une courbe au milieu de laquelle se dresse un phare. Le paysage est admirable à marée haute, mais quand la mer se retire, on ne voit plus en fait d'eau que l'Esk qui coule entre les bancs de sable en contournant çà et là un rocher. Plus loin que le port, mais de ce côté-ci, s'élève sur la longueur d'environ un demi-mille un haut banc de roches qui part de derrière le phare. Au bout se trouve une bouée munie d'une cloche qui sonne lugubrement par gros temps. Une légende locale veut que, lorsqu'un bateau est perdu, les marins entendent cette cloche jusqu'en haute mer. Il faut que je demande à ce vieillard qui vient vers moi si cela est vrai. C'est un vieil homme extraordinaire. Il doit être terriblement âgé car son visage est tout ridé, tout rugueux, comme l'écorce d'un arbre. Il m'a dit qu'il a près de 100 ans, qu'il se trouvait sur un bateau de pêche au Groenland lors de la bataille de Waterloo. Et c'est, je le crains, un sceptique, car lorsque je lui ai parlé de la cloche que l'on entend jusqu'en haute mer et de la dame en blanc de l'abbaye, il m'a répondu assez brusquement « Vous savez, mademoiselle, moi, j'y crois pas trop à toutes ces histoires. C'était bon autrefois. Remarquez que je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Je dis que ça n'existait déjà plus de mon temps. Tout ça, c'est très bien pour les étrangers, les excursionnistes, tout ça. Mais pas pour une jolie jeune dame comme vous. Les gens qui viennent à pied de York et de Leeds, qui sont toujours à manger des harensorts et à boire du thé et à regarder ce qu'il y a acheté au bon marché, y croiraient peut-être. Mais je me demande qui pourrait se mettre en peine pour leur raconter des mensonges pareils. Même pas les journaux qui sont pleins de sottises. Je me dis, voici un homme dont on peut sans doute apprendre beaucoup de choses intéressantes. Et je lui demandai de me parler de la pêche à la baleine telle qu'on l'a pratiquée autrefois. Au moment où il allait commencer ses récits, 6 heures sonnèrent. Aussitôt, il se leva péniblement en disant
Faut rentrer à la maison, mademoiselle. Ma petite fille n'aime pas d'attendre quand le thé est prêt. Il me faut beaucoup de temps pour descendre les marches. » Il s'en alla en traînant la jambe, et je le suivis des yeux tandis qu'il se pressait autant qu'il le pouvait pour descendre les degrés. Cet escalier constitue une des caractéristiques de l'endroit. Il conduit de la ville à l'église. Il y a des centaines de marches. En fait, j'imagine mal combien il y en a, qui montent légèrement en colimaçon. Et il n'est pas raide du tout, au contraire, si bien qu'un cheval pourrait aisément le monter ou le descendre. Sans doute autrefois menait-il également aux abords de l'abbaye. Moi aussi je vais rentrer. Lucie devait aller faire une visite avec sa mère cet après-midi. J'ai préféré ne pas les accompagner. Elles sont déjà probablement de retour. 1er août. Je suis ici avec Lucie depuis 1 heure environ, et nous avons eu une conversation fort intéressante avec mon nouvel ami, le vieux marin et ses 2 compagnons qui viennent chaque jour le rejoindre. Des 3, c'est évidemment lui que l'on pourrait appeler Monsieur l'Oracle, et je pense que, plus jeune, il devait être autoritaire. Il veut toujours avoir raison, et contredit tout le monde. Quand cela lui est impossible, il va presque jusqu'à injurier les autres, et quand ceux-ci se taisent, il croit les avoir convaincus. Lucie a mis une robe blanche qui lui va à ravir et, depuis qu'elle est à 8 billes, elle a un teint admirable. J'ai remarqué que les 3 vieillards ne laissent jamais passer l'occasion de venir s'asseoir auprès d'elle quand nous nous installons ici. Il est vrai qu'elle est aimable avec les vieilles personnes. Personne ne peut résister à son charme. Mon vieil ami lui-même a été séduit, et il ne la contredit jamais. Aussi j'attrape, moi, tout ce qu'il veut lui épargner. J'ai encore amené la conversation sur le sujet des légendes, et il s'est lancé dans une sorte de sermon. Tout ça, mademoiselle, je vous l'ai déjà dit, c'est des sottises, des bêtises. Voilà ce que c'est, et rien d'autre. Toutes ces histoires de charme, d'envoûtement, de sorcellerie, c'est tout juste bon pour les vieilles femmes qui ont un peu perdu la tête. Tout ça a été inventé par les pasteurs et les racoleurs de clients dans les hôtels pour amener les gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. Ça me rend furieux rien que d'y penser. Et ça leur suffit pas de l'imprimer sur leur papier ou de le prêcher en chair de vérité. Et grave même sur les pierres tombales. Regardez autour de vous. Partout où vous voulez. Toutes ces pierres qui dressent la tête avec orgueil, au fond, elles sont écrasées sous le poids des mensonges qu'on a gravés dessus. Si j'y ai un tel, ou bien à la mémoire vénérée de... Et sous la plupart de ces pierres, il n'y a personne. On ne se soucie pas plus de la mémoire d'un tel ou d'un tel que d'une pincée de tabac. Allez, ce sont de beaux mensonges, des mensonges d'une sorte ou de l'autre, mais rien que des mensonges. Dieu du ciel, ce sera du beau et du joli au jugement dernier quand ils arriveront tous en trébuchant les uns sur les autres et en traînant péniblement leurs pierres tombales pour essayer de prouver qu'ils étaient bien en dessous. Il y en a qui auront bien du mal à y parvenir. Leurs mains seront restées trop longtemps au fond de la mer pour pouvoir saisir la pierre. À l'air satisfait du vieillard, et à la manière dont il cherchait du regard l'approbation de ses 2 compagnons, je compris qu'il voulait se mettre ainsi en valeur. Aussi me suffit-il de poser une question. « Ah, monsieur Swales, vous ne parlez pas sérieusement. Presque aucune de ces tombes n'est vide, n'est-ce pas ?» Il reprit de plus belle. « Sottise que je vous dis et vous répète. Il y en a bien peu qui soient pas vides. Mais voilà, les gens sont trop bons. Ils croient tout ce qu'on leur raconte. Mensonge tout ça. Écoutez-moi bien. Vous arrivez ici sans rien connaître, en étrange comme on dit, et vous voyez cette... » Je ne saisis pas le mot qu'il prononça. Du reste, je ne comprenais pas la moitié du dialecte qu'il parlait. Et je sais que je reproduis fort mal ici son langage pittoresque, mais j'approuvai d'un signe de tête, me doutant qu'il devait s'agir de l'église. Il poursuivit donc. « Et vous croyez que toutes ces pierres tout autour recouvrent des gens qui sont là bien tranquilles ?» À nouveau, je fis signe que oui. « Mais c'est justement là le mensonge. Il y a des vingtaines et des vingtaines et des vingtaines de ces couchettes qui sont aussi vides que la boîte aux vieux daims en vendredi soir. » Il chercha à nouveau l'approbation des 2 autres, et tous 3 éclatèrent de rire. « Et bon Dieu, pourrait-il en être autrement? Regardez celle-là, là, celle que je vous montre.
Élisée, ouais, allez-y. Je m'approchai de la tombe qu'il désignait du doigt, et je lus Edward Spencellas, capitaine au long cours, assassiné par des pirates au large de la cordillère des Andes à l'âge de 30 ans. Avril 1854. Quand je revins, M. Swells reprit. Qui donc l'aurait ramené au pays pour le mettre là? Assassiné au large de la cordillère des Andes. Et son corps est là, peut-être? Je pourrais vous en citer une douzaine qui sont au fond de la mer, au Groenland ou par là. Il montrait le nord. À moins que les courants ne les aient emportés. Mais leurs tombes sont ici, autour de vous. De votre place, avec vos jeunes yeux, vous pouvez lire tous ces petits mensonges gravés sur la pierre tombale. Tenez, ce Braithwaite Lowray, je connaissais son père. Il a péri lors du naufrage du Belleville au large du Groenland en vain. Ou cet Andrew Woodhouse, noyé presque au même moment, en 1777, et John Paxton, noyé l'année suivante au Cap Farksel. Et le vieux John Rawlings, dont le grand-père a navigué avec moi. Il s'est noyé dans le golfe de Finlande en 50. Croyez-vous que tous ces hommes accourront à Whitby quand les trompettes du jugement dernier sonneront? J'ai comme qui dirait mes idées là-dessus. Et je vous assure, ils se bousculeront tellement les uns les autres qu'on croira assister à un combat sur la glace d'avant les temps des temps, et qui durait du point du jour jusqu'à la nuit noire, quand les combattants essayaient de panser leurs blessures à la clarté de l'aurore boréale. C'était sans aucun doute une plaisanterie courante dans le pays, car, ravi, il éclata à nouveau de rire, en même temps que les deux autres vieillards. Mais, dis-je, vous vous trompez quand vous prétendez que tous ces pauvres gens, ou plutôt leurs âmes, devront se présenter avec leur pierre tombale au jugement dernier. Pensez-vous vraiment que ce sera nécessaire? Sinon, à quoi serviraient les pierres tombales, je vous le demande, mademoiselle? À faire plaisir à leur famille, n'est-ce pas? À faire plaisir à leur famille, n'est-ce pas? Répéta-t-il d'un ton moqueur. Dites-moi, où serait le plaisir pour les familles de savoir que ce qui est gravé sur les tombes, c'est des mensonges, et que tout le monde sait bien? Du doigt, il montra une pierre à nos pieds, qui avait été posée comme une dalle sous le banc pour le maintenir au bord de la falaise. Lisez les mensonges qui sont là-dessous, me dit-il. D'où je me trouvais, je ne pouvais lire les lettres qu'à l'envers. Mais Lucie, mieux placée que moi, se pencha et lut « À la mémoire vénérée de Georges Canon, mort, dans l'espoir de la résurrection glorieuse de la chair, le 29 juillet 1873, en tombant du haut du promontoire. Cette tombe a été érigée par sa mère, inconsolable de la perte d'un enfant bien-aimé. Il était fils unique, et elle était veuve. »« Vraiment, monsieur Swells, dit-elle, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à cela. » Elle avait fait cette remarque sur un ton grave et sévère. « Vous ne voyez pas ce qu'il y a de drôle? C'est parce que vous ne connaissez pas la mère inconsolable. Une mégère qui haïssait son fils parce qu'il était infirme. Et lui, de son côté, il la haïssait tellement qu'il s'est suicidé pour qu'elle puisse pas toucher son assurance vie. Il s'est fait sauter la cervelle avec le vieux fusil dont il se servait pour faire peur aux corbeaux. Ce jour-là, il ne tirait pas pour effrayer les corbeaux. Et c'est ce qu'on appelle tomber du haut des rochers. Bien sûr, il est tombé. Quant à l'espoir de la résurrection des corps, je lui ai souvent entendu dire qu'il désirait aller en enfer puisque sa mère, pieuse comme elle était, irait sûrement au ciel et qu'il voulait pas aller y pourrir avec elle. Maintenant, dites-moi cette pierre. Et il donnait à la pierre des petits coups de canne tout en parlant. N'est-elle pas couverte de mensonges? Et Gabriel ne sera-t-il pas dégoûté quand notre Georgie, arrivant en haut, tout essoufflé d'avoir traîné sa pierre tombale, lui offrira cette pierre et voudra lui faire croire tout ce qui est écrit dessus? Je ne savais que répondre, mais Lucie, en se levant, fit dévier la conversation. « Oh, pourquoi nous raconter tout cela? C'est le banc où je viens toujours m'asseoir. Je ne le quitte pour ainsi dire pas. Et maintenant, je me dirai tout le temps que je suis assis sur la tombe d'un suicidé. » « Ça vous fera pas de mal, ma jolie. Et pour ce qui est du pauvre Georgie, lui, il sera heureux d'avoir sur ses genoux une si charmante fille. Non, ça ne vous fera pas de mal. Et après de 20 ans, moi, que je m'assieds ici, et
Ça ne m'a pas fait de mal. Pensez pas trop à ceux qui sont couchés en dessous de vous, ou qui sont pas du tout couchés là. Il sera encore temps d'avoir peur quand vous verrez toutes les tombes emportées les unes après les autres, et le cimetière aussi ras qu'un champ de chaume. Mais voilà la cloche qui sonne, je dois m'en aller. Votre serviteur, mesdames. Et il s'éloigna traînant la jambe. Nous restâmes encore quelque temps assis sur le banc, et le paysage devant nous était si beau que nous nous prîmes la main pour le contempler. Puis Lucie me parla encore longuement d'Arthur et de leur prochain mariage. J'en eus le cœur un peu serré, car il y a plus d'1 mois maintenant que je suis sans nouvelles de Jonathan. Même jour, je suis revenue ici très triste. Pas encore de lettres pour moi au courrier du soir. J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à Jonathan. 9 heures viennent de sonner. Les lumières scintillent un peu partout dans la ville, parfois isolées, parfois, au contraire, éclairant les rues de leurs rangées régulières. Elles se suivent l'une l'autre en remontant l'Esque et deviennent invisibles quand la vallée s'incurve. À ma gauche, la vue du paysage est littéralement coupée par la ligne que forment les toits des vieilles maisons proches de l'abbaye. Des brebis et des agneaux bêlent dans les champs derrière moi. Et en bas, on entend les sabots d'un âne qui commence à monter la route. L'orchestre du port joue une valse, et plus loin sur le quai, dans une petite ruelle légèrement en retrait, l'armée du salut tient une réunion. Les 2 orchestres jouent à tue-tête. Pourtant, aucun des 2 n'entend l'autre. Mais moi, d'ici, je les entends et je les vois tous les 2. Je me demande où est Jonathan en ce moment, et s'il pense à moi. Je voudrais tant qu'il soit ici. Journal du docteur Seward, 5 juin. Le cas de Renfield devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que je comprends mieux l'homme. Sont très développés chez lui l'égoïsme, la dissimulation et l'obstination. J'espère arriver à saisir pourquoi il est à ce point obstiné. Il me semble qu'il s'est proposé un but bien défini, mais lequel? Cependant, il aime les animaux, bien qu'il y ait sans doute une étrange cruauté dans cet amour qui va à toutes sortes de bêtes différentes. Pour le moment, sa manie est d'attraper les mouches. Il en a déjà une telle quantité qu'il m'a paru indispensable de lui faire moi-même une observation à ce sujet. À mon grand étonnement, il ne s'est pas mis en colère, comme je le craignais, mais, après avoir réfléchi quelques instants, il m'a simplement demandé sur un ton fort sérieux: « Vous m'accordez 3 jours? En 3 jours, je les ferai disparaître. » Bien entendu, j'ai répondu oui. Plus que jamais, je vais l'observer. 18 juin. Pour le moment, il ne pense plus qu'aux araignées. Il en a pris de très grosses qu'il a mis dans une boîte. Pour les nourrir, il leur donne ces mouches, dont le nombre diminue beaucoup, encore qu'il en a attrapé de nouvelles avec, comme appât, sur le rebord de sa fenêtre, la moitié des repas qu'on lui apporte. 1er juillet. Ces araignées deviennent aussi encombrantes que ces mouches, et je lui ai ordonné aujourd'hui de s'en débarrasser. Devant son air désolé, j'ai précisé qu'il devait en faire disparaître une bonne partie au moins. Le visage rayonnant, il m'a promis qu'il le ferait. Comme la première fois, je lui ai donné un délai de 3 jours. Pendant que j'étais avec lui, j'ai été assez dégoûtée quand une grosse mouche à viande, gonflée de je ne sais quelle pourriture, s'est mise à voler dans la chambre. Il l'a attrapée et, l'air ravi, l'a tenue un instant entre le pouce et l'index. Puis, avant même que je me demande de ce qu'il allait faire, il l'a mise en bouche et mangée. Je lui ai dit sans ménagement ma façon de penser. Mais il a répliqué avec calme que cela était très bon et très sain, que cette mouche était pleine de vie et qu'elle lui transmettait la vie. Une idée me vint alors, ou plutôt le soupçon d'une idée. Il faut que je sache comment il se débarrasse de ces araignées. Un problème assez sérieux le préoccupe évidemment, car il prend sans cesse des notes dans un calepin. Des pages entières sont remplies de chiffres, comme s'il faisait des calculs compliqués. 8 juillet. Dans sa folie, il suit réellement une méthode.
et l'idée qui m'était venue prend forme peu à peu. Elle sera bientôt parfaitement claire et, ô activité mentale inconsciente, vous aurez à céder le pas à une activité mentale consciente. À dessein, je n'ai pas vu mon malade pendant quelques jours. Ainsi j'étais certain, s'il s'était produit un changement dans son état, de le remarquer. Il ne paraît pas y en avoir, si ce n'est qu'une autre marotte le possède. Il a pu attraper un moineau et l'a déjà apprivoisé, d'une manière bien simple, je m'en rends compte. Les araignées sont beaucoup moins nombreuses. Celles qui restent cependant sont bien nourries, car il attrape toujours des mouches en laissant près de la fenêtre une bonne partie de ses repas. 19 juillet. Nous faisons des progrès dans l'étude du cas. Renfield a maintenant toute une colonie de moineaux. Les mouches et les araignées ont presque entièrement disparu. Quand je suis entrée dans la chambre, il s'est précipité vers moi en me disant qu'il voulait me demander une grande faveur. Une très très grande faveur. En parlant, il me flattait tel un chien qui flatte son maître. Je le priai de me dire de quoi il s'agissait. Et il reprit, avec, dans la voix et dans le comportement, une sorte d'extase. Je voudrais un chaton, un joli petit chat avec lequel je pourrais jouer. Je l'élèverai et je lui donnerai à manger. Oh, oui, je lui donnerai à manger. En vérité, je ne m'étais pas du tout attendue à ceci. Car si j'avais remarqué ses préférences pour des bêtes de plus en plus grosses, je ne pouvais tout de même pas admettre que sa jolie famille de moineaux apprivoisés disparût de la façon dont avaient disparu les mouches et les araignées. Je répondis donc que je réfléchirais. Avant de le quitter pourtant, je lui demandai sur un ton indifférent si elle n'aimerait pas mieux avoir un chat qu'un chaton. « Ah, oui !» fit-il avec un enthousiasme qui le trahit. « Un chat, j'aimerais avoir un chat. Si je vous demandais un chaton, c'était de crainte que vous ne me refusiez un chat, parce que personne ne m'aurait refusé un petit chat, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête et lui dis que je pensais que ce n'était pas possible, du moins pour le moment, mais enfin que l'on verrait. Son visage s'assombrit et j'ai lu, comme un avertissement de danger, car il eut soudain un regard féroce qui ressemblait au regard d'un meurtrier. Ce malade, je n'en doute plus, est un homicide en puissance. Je vais voir où le mène son obsession actuelle. 10 heures du soir. Je suis retournée dans sa chambre et je l'ai trouvé assis dans un coin, broyant du noir. Dès mon entrée, il s'est jeté à genoux devant moi et m'a supplié de lui procurer un chat. Son salut, disait-il, en dépendait. J'ai tenu bon. J'ai répondu qu'il n'en aurait pas. Sur quoi, sans dire un mot, il est retourné dans son coin en se mordant les poings. J'irai le voir de bonne heure demain matin. 20 juillet. Vu Renfield très tôt, avant le passage du surveillant dans les chambres. Je l'ai trouvé levé et fredonnant un air. Il étendait du sucre sur l'appui de fenêtre, recommençait à attraper des mouches, et cela avec une évidente gaieté. Je cherchais des yeux ces moineaux et, ne les voyant pas, lui demandai où ils étaient. Il me répondit sans tourner la tête qu'il s'était envolé. Il y avait quelques plumes par terre et, sur son oreiller, une tache de sang. Je ne fis aucune remarque, mais en sortant, je dis au gardien de venir m'avertir s'il se passait quelque chose d'anormal au cours de la journée. 11 heures du matin. On me dit à l'instant que Renfield a été très malade, qu'il a vomi un tas de plumes. Je crois, docteur, ajoute le surveillant qui m'a raconté l'histoire, qu'il a mangé ces moineaux tout vivants. 11 heures du soir. Ce soir, j'ai donné à Renfield un bon narcotique, et pendant son sommeil, j'ai pris son calepin, curieux de lire ce qu'il contenait. Je ne m'étais pas trompée dans mes suppositions. Ce malade homicide est d'une espèce toute particulière. Je vais devoir le classer dans une catégorie qui n'existe pas encore. L'appeler un maniaque zoophage qui ne veut se nourrir que d'êtres vivants. Son obsession, c'est d'engloutir autant de vie qu'il peut. Il a donné à manger à une araignée des mouches sans nombre.
un oiseau, des araignées sans nombre. Puis, il aurait voulu avoir un chat pour lui donner à manger tous ces oiseaux. Qu'aurait-il fait ensuite? On souhaiterait presque aller jusqu'au bout de l'expérience. Mais il faudrait pour cela une raison suffisante. On a souri avec mépris quand on a parlé de vivisection. Et vous voyez où l'on en est aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire progresser la science dans ce qu'elle a de plus difficile mais plus vital, la connaissance du cerveau, du mécanisme du raisonnement humain? Si je pénétrais le mystère de ce cerveau-là, si j'avais la clé de l'imagination d'un seul malade mental, j'avancerais dans ma spécialité à un point en comparaison duquel la physiologie de Burdon-Sanderson ou l'étude du cerveau humain de Ferrier ne serait rien. Si seulement il y avait une raison suffisante. Mais il ne faut pas trop penser à cela. La tentation est facile. Une raison suffisante pourrait faire pencher la balance de mon côté. Car ne suis-je pas peut-être, moi aussi, congénitalement un cerveau exceptionnel? Comme cet homme raisonne juste. Les fous, il est vrai, raisonnent toujours juste quand ils suivent leur idée. Je me demande à combien de vies il évalue un homme, ou s'il l'évalue à une seule. Il a terminé ses calculs très correctement, et aujourd'hui même on a commencé d'autres. Qui d'entre nous ne recommence pas chaque jour de nouveaux calculs? En ce qui me concerne, il me semble que c'est hier seulement que ma vie tout entière a sombré en même temps que mon jeune espoir et que, vraiment, j'ai recommencé à zéro. Et il en sera sans doute ainsi jusqu'à ce que le juge suprême m'appelle là-haut et referme mon grand livre contenant la balance des profits et pertes. Ah, Lucie, Lucie, il m'est impossible de vous en vouloir, ni d'en vouloir à mon ami qui partage votre bonheur. Mais je ne dois plus m'attendre qu'à une existence sans espoir, où seul importera mon travail. Oui, travailler, travailler, travailler. Si seulement je pouvais découvrir une raison aussi impérieuse que celle de mon pauvre malade, et qui me pousserait au travail, j'y trouverais assurément une certaine forme de bonheur. Journal de Mina Murray, 26 juillet. Je suis de plus en plus inquiète, et écrire me soulage un peu. C'est comme si l'on se parlait à soi-même et s'écoutait tout à la fois. De plus, le fait de tenir ce journal en caractère de sténographie me donne une impression différente que si j'employais l'écriture ordinaire. Je suis inquiète au sujet de Lucie comme au sujet de Jonathan. Il y a quelque temps que j'étais sans nouvelles de lui, mais hier, le cher monsieur Hawkins, qui est toujours si aimable, m'a envoyé une lettre qu'il avait reçue de lui. Quelques lignes seulement, envoyées du château Dracula, annonçant son départ. Cela ressemble si peu à Jonathan. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je voudrais tant être rassurée. Quant à Lucie, bien qu'elle paraisse en bonne santé, elle est de nouveau depuis peu en proie à des crises de somnambulisme. Sa mère m'en a parlé, et nous avons décidé que dorénavant, la nuit, je fermerai à clé la porte de notre chambre. Madame Westenra s'est mise en tête que les somnambules, immanquablement, grimpent sur les toits des maisons et vont se promener au bord des falaises les plus escarpées pour s'éveiller soudain, et tomber en poussant un tel cri de désespoir qu'on l'entend dans toute la région. La pauvre, elle passe sa vie à trembler en pensant que cela pourrait arriver à Lucie. Et elle m'a raconté que son mari, le père de Lucie, souffrait de crises semblables. Il se levait au milieu de la nuit, s'habillait et sortait si on ne l'arrêtait pas. Lucie doit se marier cet automne. Elle s'occupe déjà de sa robe de noces, de son trousseau, de l'arrangement de sa maison. Je la comprends, car je fais exactement la même chose, à cette différence près que nous débuterons dans la vie d'une façon beaucoup plus simple, car nous devrons avant tout nous soucier de joindre les deux bouts. Monsieur Holmwood, l'honorable Arthur Holmwood, fils unique de Lord Godalming, doit arriver bientôt, aussitôt qu'il pourra quitter la ville car son père est malade. Lucie compte les jours, les heures. Elle veut, dit-elle, aller s'asseoir avec lui sur le banc du cimetière et lui montrer du haut de la falaise le beau paysage de Whitby.
À mon avis, c'est l'attente qui nuit à sa santé. Elle ira tout à fait bien dès que son fiancé sera ici. 27 juillet. Rien encore de Jonathan. Pourquoi ne m'écrit-il pas? Ne serait-ce qu'un mot seulement. Lucie se lève de plus en plus souvent la nuit et chaque fois, je m'éveille quand je l'entends marcher dans la chambre. Heureusement, il fait si chaud qu'il lui serait impossible de prendre froid. Mais en ce qui me concerne, l'inquiétude continuelle et le fait de passer des nuits à peu près blanches commencent à me rendre très nerveuse à mon tour. À part cela, Dieu merci, Lucie va bien. Monsieur Holmwood a soudain été appelé à Ring, l'état de son père s'étant aggravé. Naturellement, Lucie est désolée de ne pas le voir aussitôt qu'elle le pensait. Elle a même parfois des accès de mauvaise humeur. Mais sa santé ne s'en ressent pas. Elle est un peu plus forte et ses joues sont roses. Pourvu que cela dure. 3 août. Une autre semaine passée encore, et pas de lettre de Jonathan. Cette fois, il n'a même pas écrit à Monsieur Hawkins, m'apprend ce dernier. Oh, j'espère qu'il n'est pas malade. Dans ce cas, il aurait sûrement écrit. Je reprends sa dernière lettre, et il me vient un doute. Je ne le reconnais pas dans ce qu'il dit, et pourtant c'est son écriture, il n'y a pas à s'y tromper. Lucie n'a plus eu autant de crises de somnambulisme cette semaine. Mais il y a maintenant autre chose d'étrange en elle qui m'inquiète un peu. Même dans son sommeil, j'ai l'impression qu'elle m'observe. Elle essaie d'ouvrir la porte et quand elle s'aperçoit qu'elle est fermée à clé, elle se met à chercher la clé partout dans la chambre. 6 août. 3 autres jours et toujours pas de nouvelles. Attendre ainsi devient vraiment angoissant, terrible. Si j'avais seulement à qui écrire ou qui aller trouver, cela me tranquilliserait. Mais parmi les amis de Jonathan, aucun n'a reçu de mot de lui depuis cette dernière lettre. Je ne puis que prier Dieu qu'il me donne de la patience. Lucie est plus irritable que jamais, pourtant elle va bien. La nuit a été orageuse et les pêcheurs disent qu'ils s'attendent à une tempête. Il faut que j'observe, que j'apprenne à reconnaître les signes qui présagent le temps. Aujourd'hui, il fait gris et, au moment où j'écris, le soleil est caché par de gros nuages amassés au-dessus du promontoire. Tout est gris, absolument tout, sauf l'herbe qui est d'un vert émeraude. Gris sont les rochers et gris les nuages, dont le soleil éclaire faiblement les bords et qui s'étendent lugubrement au-dessus de la mer grise, dans laquelle les bancs de sable, qui émergent çà et là, ressemblent à de longs doigts gris. Les lames se jettent sur le rivage dans un grand fracas, assourdis pourtant par les paquets de brouillard qui sont chassés en même temps vers la terre. Et ce brouillard, gris comme toute chose, voile l'horizon. Tout donne une impression d'immensité. Les nuages sont amoncelés les uns sur les autres comme d'énormes rochers, et une rumeur monte sourdement de cette nappe infinie qu'est la mer, comme quelque sombre présage. Ça et là sur la plage, on distingue des silhouettes enveloppées de brouillard, et l'on croirait voir marcher des hommes, ressemblant à des arbres. Les bateaux de pêche se hâtent de rentrer au port, portés par les vagues tumultueuses. Mais voici le vieux monsieur Swales, et je comprends, à la manière dont il soulève sa casquette, qu'il désire me parler. Le pauvre homme a bien changé depuis quelques jours. J'en ai été frappée. À peine assis à côté de moi, il m'a dit très doucement « Je voudrais vous demander quelque chose, mademoiselle. » Comme je le voyais assez embarrassé, je pris sa vieille main toute ridée dans la mienne et je le priai de parler franchement. Sans retirer sa main, il m'expliqua « J'espère, mon enfant, que je ne vous ai pas choqué en vous disant toutes ces choses sur les morts. Vraiment, je suis allé plus loin que mes pensées et je voudrais que vous vous en souveniez quand je serai plus là. Nous, les vieux, nous radoutons. Nous avons déjà un pied dans la tombe et nous n'aimons pas trop de penser à la mort et nous ne voulons pas en avoir peur. Aussi, pour ma part, ai-je pris le parti d'en parler légèrement afin de me rassurer moi-même. Sans mademoiselle,
Dieu le sait, je n'ai pas peur de mourir. Pas peur du tout. Seulement si ça ne tient qu'à moi, je voudrais vivre encore un peu. Mais mon temps doit être proche. Car, arrivé à l'âge de 100 ans, c'est tout ce qu'un homme peut espérer. Et j'en suis si près que la vieille bonne femme est déjà occupée à aiguiser sa faux. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de blasphémer. Ouais, bientôt l'ange de la mort sonnera de sa trompette pour m'appeler. Mais il ne faut pas avoir de chagrin, mon enfant, dit-il en voyant que je pleurais. Si même il vient cette nuit, je répondrai volontiers à son appel. Car, après tout, vivre, c'est attendre quelque chose d'autre que ce que nous avons, quelque chose d'autre que ce que nous sommes en train de faire. La mort est la seule chose sur laquelle nous puissions compter. Oui, ma petite, elle peut venir et venir vite. Au fond, j'irai content. Peut-être ce vent du large l'amène-t-il déjà avec tous les naufrages et toutes les détresses. Attention, attention, cria-t-il soudain. Il y a dans ce vent et dans ce brouillard quelque chose qui ressemble à la mort, qui sent la mort. Elle est dans l'air. Elle arrive, je le sais. Seigneur, faites que je réponde sans regret à l'appel. Avec dévotion, il leva les bras au ciel, puis se découvrit. Ses lèvres remuaient comme s'il priait. Après quelques moments de silence, il se leva, me serra les mains, puis, après m'avoir béni, me dit au revoir et s'en alla de son pas pénible. Je restai assez bouleversée quelques moments. Aussi fus-je bien aise de voir arriver le garde-côte portant sa longue vue sous le bras. Selon son habitude, il s'arrêta pour me dire quelques mots, sans cesser toutefois de regarder au large un bateau qui paraissait en difficulté. « Un bateau étranger, assurément, » fit-il. « Russe, on dirait. Mais il a une façon assez bizarre de se diriger, pas vrai? Comme s'il sentait venir la tempête, sans pouvoir se décider ou à mettre le cap au nord ou à entrer ici dans le port. Regardez-le donc. On dirait vraiment que personne ne tient le gouvernail en main. Il change de direction à chaque coup de vent. Croyez-moi, demain, à cette heure-ci, nous aurons entendu parler de lui. » Chapitre 7. Coupure du Daily Graph collée dans le journal de Mina Murray d'un de nos correspondants. 8B, 8 août. Une des tempêtes les plus formidables et les plus soudaines que l'on ait jamais vues vient d'avoir des conséquences également extraordinaires. Le temps était assez lourd, sans que ce fût exceptionnel pour un mois d'août. La soirée de samedi fut très belle et hier, un grand nombre de villégiateurs se rendirent un peu partout, soit dans les bois de Mulgrave, soit dans la baie de Robin Hood, soit au Rigmill, à Runswick ou sur les quais du port. Les deux vapeurs, l'Emma et le Scarborough, se promenèrent comme d'habitude le long de la côte. Bref, il y eut beaucoup d'animation à Whitby et dans les environs. Le temps resta splendide jusqu'à la fin de l'après-midi, mais alors, quelques vieux habitants de l'endroit, qui montent plusieurs fois par jour au cimetière, ce cimetière qui se trouve sur la falaise est, et qui, de là, surveille la mer, attirèrent l'attention sur des nuages en queue de chat, se formant vers le nord-ouest. Le vent soufflait à ce moment-là du sud-ouest, ce qui, en langage barométrique, donne numéro 2, légère brise. Le garde-côte fit tout de suite son rapport, et un vieux pêcheur qui, depuis plus de 50 ans, surveille les signes qui présagent le temps, annonça qu'une brusque tempête allait se lever. Mais le coucher de soleil fut magnifique, illuminant les énormes nuages et offrant un spectacle admirable à tous ceux qui se promenaient sur la falaise du vieux cimetière. Le soleil disparaissait peu à peu derrière le promontoire dont la sombre masse se détachait sur le ciel, son très lent déclin étant accompagné d'un scintillement multicolore, transparent à travers les nuages, pourpre, rose, violet, vert, et toutes les nuances de l'or avec, ici et là, des ombres de formes différentes dont les contours faisaient songer à de gigantesques silhouettes. Rien de tout cela ne dut échapper au peintre qui se trouvait parmi la foule et, assurément, des esquisses et des toiles intitulées par exemple « Prélude à la grande tempête »
orneront les 6 messes de la RA et du RI en mai prochain. Plus d'un patron décida alors que son bateau ne sortirait pas du port avant que la tempête menaçante en fût passée. Le vent tomba entièrement pendant la soirée et, vers minuit, régnait ce calme, cette chaleur étouffante qui précède l'orage et rend nerveuses les personnes très sensibles. On voyait peu de lumière sur la mer, car même les vapeurs dont le service consiste à longer les côtes restaient au large. Quant aux bateaux de pêche, ils étaient fort rares. Le seul bateau que l'on distinguait assez nettement était une goélette étrangère qui, toute voile déployée, semblait se diriger vers l'ouest. Tout le temps qu'elle resta en vue, les imprudences, les maladresses, l'ignorance évidente de ses officiers furent abondamment commentées par la foule. Et du port, on essaya de leur faire comprendre qu'un danger les menaçait et qu'ils devaient amener les voiles. Avant que la nuit fût complètement tombée, on la vit encore voguer paisiblement, aussi paisible qu'une embarcation peinte sur un océan peint. Peu avant 10 heures, ce temps lourd devint réellement oppressant, et le silence si profond que l'on entendait très distinctement dans le lointain bêler un mouton ou aboyer un chien. L'orchestre du port, qui jouait si joyeusement ses airs français, semblait seul troubler ce grand calme étendu sur toute la nature. Mais les 12 coups de minuit avaient sonné depuis quelques instants à peine qu'un bruit singulier se fit entendre, comme venant du large et se rapprochant de plus en plus, en même temps qu'un roulement encore sourd grondait au-dessus des nuages. Alors d'un coup, la tempête se déchaîna, avec une rapidité qui, à ce moment-là, sembla incroyable, et que maintenant encore, il est impossible de comprendre. La nature entière changeait d'aspect en l'espace de quelques minutes. La mer si calme se transforma en un monstre rugissant, les vagues tumultueuses chevauchant l'une sur l'autre. Des lames frangées d'une écume abondante venaient se jeter follement sur le rivage, ou monter à l'assaut des falaises. D'autres se brisaient contre les quais, et leur écume voilait la lumière des 2 phares qui se dressent au bout de chacun de ces quais. Le vent faisait un bruit semblable à celui du tonnerre, et soufflait avec une violence telle que les hommes les plus robustes se tenaient difficilement debout. On jugea bientôt nécessaire de disperser la foule qui, jusque-là, s'était obstinée à rester sur les quais, car le danger s'aggravait de minute en minute. Comme pour rendre la chose plus sinistre encore, des paquets d'écume étaient projetés vers l'intérieur des terres, et ces nuages blancs, chargés d'humidité qui arrivaient, semblables à des fantômes glacés, vous enveloppaient de façon si désagréable que seul un petit effort d'imagination eût suffi pour vous faire croire que revenaient les marins péris en mer, qu'ils touchaient de leurs mains de mort leurs frères vivants. Et plus d'un parmi ceux-ci ont frémi, quand les volutes de brouillard les enveloppaient. Parfois, le brouillard se dissipait et l'on pouvait voir la mer à la faveur d'un éclair qui, aussitôt, était suivi par un coup de tonnerre tel que l'immensité du ciel semblait trembler sous le choc. Le paysage découvert ainsi, à la faveur des éclairs successifs, offrait des aspects d'une grandeur impressionnante. La mer, s'élevant en de hautes montagnes avec chaque vague, jetait vers le ciel des gerbes gigantesques d'écume blanche que le vent de la tempête semblait arracher pour les lancer dans l'espace. Ça et là, un bateau de pêche, une barque de pêche n'ayant plus qu'un lambeau de voile, ne savait ni comment ni vers où se diriger pour se mettre à l'abri. De temps à autre apparaissaient, sur la crête d'une vague, les ailes blanches d'un oiseau de mer ballotté par la tempête. Dressé au sommet de la falaise de l'Est, le nouveau projecteur attendait d'être utilisé pour la première fois. Les hommes chargés de s'en occuper le mirent en action et, lorsque les murailles de brouillard se faisaient moins épaisses, ils balayaient de ses feux la surface de la mer. À 1 ou 2 reprises, il rendit de réels services. Par exemple, un bateau de pêche, le plat-bord sous l'eau, guidé par ses lumières, parvint à regagner le port sans aller se jeter contre les quais. Et chaque fois qu'un bateau ou une barque réussissait ainsi à rentrer au port, la foule poussait un cri de joie. Un instant, ce cri dominait la bourrasque, mais aussitôt il était étouffé par le bruit. Peu de temps se passa avant que les projecteurs ne découvrent, à quelque distance vers le large,
une goélette, toute voile déployée, la même probablement que l'on avait remarquée plus tôt dans la soirée. Le vent, à ce moment-là, avait tourné à l'est, et les gens de mer qui se trouvaient sur la falaise frémirent en comprenant le terrible danger que le bateau courait. Entre la goélette et le port s'étendait un long banc de rochers, sur lequel tant de bateaux déjà s'étaient brisés. Et comme le vent soufflait maintenant de l'est, il paraissait réellement impossible qu'elle parvînt à entrer dans le port. C'était l'heure de la marée haute, mais les vagues sauvages montaient à une telle hauteur que, lorsqu'elles se creusaient, on voyait presque le fond. Cependant, la goélette avançait toute voile dehors, et si rapidement que, comme le dit un vieux loup de mer, elle devait arriver quelque part, fût-ce en enfer. Poussées vers le rivage, s'élevèrent de nouvelles murailles de brouillard, plus épaisses que les précédentes, et qui semblaient vous séparer du monde entier et vous laisser seulement le sens de l'ouïe. En effet, le mugissement de la tempête, les coups de tonnerre et le fracas de vagues traversaient l'écran formidable et tout imprégné d'eau, pour venir jusqu'à vous et vous assourdir. Les rayons du projecteur restaient fixés sur l'entrée du port, exactement sur le môle est, où l'on croyait que se produirait le choc, et chacun retenait son souffle. Soudain, le vent tourna au nord-est et dissipa le brouillard. Alors, chose presque incroyable, la goélette étrangère passa entre les deux môles en sautant de vague en vague dans sa course rapide et vint se mettre à l'abri dans le port. Les rayons du projecteur ne la quittaient pas, et quelle ne fut pas l'horreur ressentie par la foule quand elle aperçut, attaché au gouvernail, un cadavre dont la tête pendait et qui vacillait d'un côté puis de l'autre selon les mouvements du bateau. On ne voyait sur le pont aucune autre forme humaine. Un grand cri de terreur stupéfaite s'éleva quand les gens comprirent que la goélette était entrée dans le port comme par miracle. La main d'un mort tenait le gouvernail. Cependant, tout s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. La goélette ne s'arrêta pas mais continua sa course plus avant dans le port pour aller s'échouer sur un tas de sable et de gravier accumulés par les marées montantes et les tempêtes dans le coin sud-est, près de la jetée qui se terminait sous la falaise est, jetée que l'on appelle dans le pays la Tate Hill Pier. Il y eut évidemment un choc considérable quand le bateau s'échoua sur le tas de sable. Les mâts, les cordages cédèrent et, chose inattendue, à l'instant même où la proue touchait le sable, un énorme chien, surgi de la cale, sauta sur le pont, comme propulsé par le choc, puis du pont se précipita sur le rivage. Se dirigeant à toute vitesse vers le haut de la falaise où se trouve le cimetière, falaise si escarpée que certaines pierres tombales restent en partie suspendues dans le vide là où la roche s'est peu à peu effritée, il disparut dans la nuit qui paraissait plus noire encore au-delà des rayons du projecteur. Le hasard voulut qu'il n'y eût personne à ce moment-là sur la Tate Hill Pier. Tous les habitants des maisons environnantes s'étant ou bien couchés, ou bien rendus sur les hauteurs dominant le port. Aussi le garde-côte qui était de service accourut-il immédiatement sur la jetée, et il fut le premier à monter à bord. Les hommes qui maniaient le projecteur, ayant un moment éclairé l'entrée du port sans rien apercevoir d'insolite, dirigèrent alors les rayons sur l'épave et les y braquèrent définitivement. On vit le garde-côte courir à l'arrière, se pencher sur le gouvernail pour l'examiner, mais reculer tout aussitôt, comme en proie à un émoi insurmontable. Cela excita la curiosité générale, et nombreux furent ceux qui, dans la foule, voulant approcher davantage le bateau naufragé, se mirent à courir dans cette direction. Votre serviteur fut un des premiers qui, descendant de la falaise, arriva sur la jetée. Cependant, d'autres déjà m'y avaient précédé, et le garde-côte, de même que la police, avait fort à faire pour les empêcher de monter à bord. Comme correspondant du Télégraphe, on me permit toutefois d'avancer jusque sur le pont, et je partageai, avec quelques rares personnes, le lugubre privilège de voir de tout près le cadavre attaché à la roue du gouvernail. Le mouvement de surprise, puis de terreur qui avait saisi le garde-côte, était très compréhensible.
l'homme était maintenu à un rayon de la roue par les mains, liées l'une à l'autre. Entre la paume de sa main et le bois, on avait glissé un crucifix. Le chapelet auquel il appartenait entourait à la fois les deux mains et le rayon du gouvernail, le tout consolidé par des cordages. Le pauvre homme avait dû être assis à un moment, mais les voiles, malmenés par la tempête, avaient fait bouger le gouvernail, le projetant ainsi d'un côté puis de l'autre, de sorte que les cordes qui le liaient avaient blessé la chair jusqu'à l'os. On fit un rapport détaillé de l'événement, et un médecin, le docteur J.M. Cappin, 33 East Elliot Place, qui arriva immédiatement après moi, déclara après examen que la mort datait de 2 jours déjà. Dans une des poches, on trouva une bouteille soigneusement bouchée et ne contenant qu'un petit rouleau de feuilles de papier sur lesquelles, devait-on apprendre bientôt, était consigné un complément au journal de bord. Selon le garde-côte, l'homme avait dû se lier lui-même les mains, serrant les nœuds à l'aide de ses dents. Le fait que le garde avait été le premier à monter à bord aurait pu entraîner certaines complications devant le tribunal maritime, car il est interdit aux gardes-côtes de porter secours à un navire en détresse, alors que c'est le droit du premier citoyen venu. Déjà pourtant, on entend un peu partout les avis de personnes compétentes en la matière, et un jeune étudiant en droit affirme que le propriétaire du bateau n'a plus aucun droit à revendiquer. Son bateau étant en contravention avec les règlements de main morte, puisque la barre en tant qu'emblème, sinon en tant que preuve de bien transmis, était tenue par la main d'un mort. Il est inutile d'ajouter qu'on a retiré le malheureux de son poste, où il était si courageusement demeuré jusqu'à la fin, et qu'on l'a porté à la morgue en attendant l'enquête. Et maintenant, la tempête s'apaise. Les gens s'en retournent chez eux. Le lever du soleil illumine le ciel au-dessus des vallons du Yorkshire. Je vous enverrai à temps pour la prochaine édition du journal d'autres détails au sujet de cette goélette en détresse qui, malgré la tempête, est arrivée si miraculeusement au port. Whitby, 9 août. Les conséquences de l'arrivée inattendue de ce bateau étranger, pendant la tempête de la nuit dernière, sont presque plus étonnantes que le fait lui-même. On sait à présent que ce petit bâtiment est russe, qu'il vient de Varna et qu'il s'appelle le Déméter. Il est presque entièrement lesté de sable, n'ayant qu'une cargaison peu importante. Des caisses remplies de terreau, expédiées à l'adresse d'un solliciteur de Whitby, Monsieur S.F. Billington, 7 The Crescent, qui, dès ce matin, est venu à bord prendre réglementairement possession des marchandises qu'on lui envoyait. Le consul de Russie, de son côté, après avoir signé la charte partie, prit officiellement possession du bateau et remplit toutes les autres formalités. À Whitby aujourd'hui, on ne parle que de l'étrange événement. On s'intéresse aussi beaucoup au chien qui a sauté à terre dès que la goélette eut touché le rivage. Presque tous les membres de la SPCA, qui est forte influence ici, auraient voulu se faire un ami de cette bête. Mais au désappointement général, on ne l'a pas retrouvé. Peut-être le chien a-t-il été si effrayé qu'il s'est sauvé vers les Landes, où il se cache encore. Certains redoutent cette éventualité et y voient un réel danger, car l'animal, disent-ils, est évidemment féroce. De bonne heure ce matin, un grand chien appartenant à un marchand de charbon qui habite près du port a été trouvé mort sur la route, juste en face de la maison de son maître. Visiblement, il s'était battu contre un adversaire puissant et cruel, car il avait la gorge véritablement déchirée et le ventre ouvert comme par des griffes sauvages. Quelques heures plus tard, l'inspecteur du ministère du Commerce a bien voulu me permettre d'ouvrir le journal de bord du Déméter, qui fut régulièrement tenu jusqu'à 3 jours d'ici. Mais il ne contenait rien d'intéressant, hormis ce qui concerne les pertes humaines. En revanche, le rouleau de feuilles de papier trouvé dans la bouteille et que l'on a produit aujourd'hui à l'enquête offre le plus haut intérêt. Pour ma part, je n'ai jamais eu connaissance d'un récit plus étrange. On m'a permis de le transcrire ici à l'intention de mes lecteurs.
J'omets simplement les détails techniques. À lire ces feuillets, il semble que le capitaine ait été pris d'une sorte de folie avant même d'avoir atteint le large, et que le mal n'ait fait que s'aggraver pendant le voyage. On devra se rappeler que j'écris sous la dictée d'un secrétaire du consul de Russie qui me traduit le texte. Journal de bord du Déméter de Varna à Whitby. Des événements si extraordinaires ont eu lieu jusqu'à ce jour, 18 juillet, que je veux désormais tenir un journal jusqu'à notre arrivée à Whitby. Le 6 juillet, nous avons terminé le chargement du bateau. Sable et caisses remplies de terre. À midi, nous prenions la mer. Vent d'est, assez frais. L'équipage est composé de 5 hommes, 2 officiers en second, le cuisinier et moi, le capitaine. Le 11 juillet, à l'aube, nous entrions dans le Bosphore. Les employés de la douane turque sont montés à bord. Bakchiche. Tous très corrects, repartis à 4 heures de l'après-midi. Le 12 juillet, passé les Dardanelles. Encore des agents de la douane et bakchiche de nouveau. Tout cela s'est fait très vite. Ils désiraient nous voir partir au plus tôt. Le soir, nous passions l'archipel. Le 13 juillet, nous arrivions au cap Matapan. L'équipage semblait mécontent. On eût dit que les hommes avaient peur de quelque chose, mais aucun ne voulait parler. Le 14, je commençais à être assez inquiet à leur sujet. Je savais que je pouvais compter sur ces hommes. J'ai souvent navigué avec eux. Mon second ne comprenait pas plus que moi ce qui se passait. Les hommes lui dirent seulement, en se signant, qu'il y avait quelque chose. Il se mit en colère contre l'un d'eux et le frappa. À part cela, aucun incident. Le 16 au matin, le second vint me dire que l'un des hommes, Petrovski, manquait. Chose inexplicable. Il a pris le quart à bâbord à 8 heures, hier soir, puis a été relevé par Abramov. Mais on ne l'a pas vu qui allait se coucher. Les autres étaient plus abattus que jamais. À les entendre, ils redoutaient depuis quelque temps une disparition de cette sorte. Mais quand on les questionnait, ils persistaient à répondre seulement qu'il y avait quelque chose à bord. Le second finalement s'est fâché. Il redoutait une mutinerie. Le 17 juillet, hier, Olgaren, un matelot, est venu me trouver et m'a confié avec effroi qu'il pensait qu'un homme étranger à l'équipage se trouvait à bord. Il m'a raconté que pendant son quart, alors qu'il s'abritait du gros temps derrière le rouf, il avait aperçu un homme grand et mince qui ne ressemblait à aucun des nôtres, apparaître sur le pont, se diriger vers la proue et disparaître. Il voulut le suivre, mais quand il arriva à l'avant, il ne vit personne et toutes les écoutilles étaient fermées. Il était encore en proie à une panique quasi superstitieuse, et je crains que cette panique ne gagne tout l'équipage. Pour les rassurer tous, aujourd'hui, je vais entièrement fouiller le bateau. Je viens de rassembler les hommes et je leur ai dit que, puisqu'ils croyaient qu'il y avait un inconnu à bord, nous allions le chercher partout, de la proue à la poupe. Le second me désapprouva, s'écria que c'était ridicule de céder ainsi à des propos stupides et que cela ne pouvait que démoraliser davantage ceux qui les tenaient. Il ajouta qu'il s'engageait à les faire revenir à plus de sagesse en se servant d'une barre de cabestan. Le laissant au gouvernail, je partis avec les autres, lanterne à la main, fouiller le bâtiment. Nous ne négligeâmes pas le moindre coin où un homme eût pu se cacher. Nos recherches terminées, chacun se sentit soulagé et retourna joyeux à sa tâche. Le second me regardait de travers, mais il ne me dit rien. 22 juillet. Gros temps depuis 3 jours, et tous ont fort à faire à s'occuper des voiles. Pas le temps d'avoir peur. Il semble même qu'il n'y pense plus. Le second aussi est à nouveau de bonne humeur. Féliciter les hommes de leur bon travail par cette houle. Passer Gibraltar et entrer dans le détroit. Tout va bien. 24 juillet. Décidément, la malédiction nous poursuit. Un homme déjà manqué et, en entrant dans la baie de Biscay, toujours par gros temps, hier soir, nous nous sommes aperçus qu'un autre avait disparu. Comme le premier, il venait d'être relevé de son quart, et on ne l'a pas revu. De nouveau, c'est la panique générale.
Les hommes font leur quart 2 à 2 car ils ne veulent plus se trouver seuls. Le second s'est mis en colère. Je crains quelque éclat, soit de sa part, soit de la part de l'équipage. 28 juillet. Un véritable enfer depuis 4 jours. Le vent souffle en tempête. Personne ne dort plus, tout le monde est épuisé. Aucun des hommes n'est plus capable de faire son quart. Le second officier s'est proposé pour faire le quart et tenir la barre en même temps afin que les hommes puissent se reposer quelques heures et essayer de dormir. Le vent s'apaise un peu, mais les vagues sont encore très fortes. Toutefois, on ressent moins leurs secousses. Le bateau est plus stable. 29 juillet, autre tragédie. Cette nuit, un seul homme à la fois a pris le quart, étant donné leur fatigue à tous. Quand le matelot qui devait le remplacer le matin est monté sur le pont, il n'y a trouvé personne, excepté l'homme à la barre. À son cri de terreur, nous sommes tous accourus sur le pont. Mais nos recherches ont été vaines. Nous n'avons plus de lieutenant. Nouvel affolement de l'équipage. Avec le second, j'ai décidé de nous armer et d'attendre les événements. 30 juillet. Dernière nuit sans doute. Heureux que nous approchions de l'Angleterre. Beau temps, toutes les voiles sont déployées. Je me suis couchée n'en pouvant plus. J'ai dormi profondément. Mais le second m'a réveillée en m'annonçant que les 2 hommes de quart avaient disparu, de même que celui qui tenait la barre. Nous ne sommes plus que 4 à bord. Moi, le second et 2 matelots. 1er août. 2 jours de brouillard et pas une voile en vue. J'avais espéré qu'une fois dans la Manche, nous pourrions recevoir du secours. Comme il nous est impossible de manœuvrer les voiles, je n'ose pas les faire amener, de crainte que l'on n'arrive plus à les déployer. Nous devons courir vent arrière. On dirait que nous sommes chassés vers un terrible destin. Le second est maintenant plus découragé qu'aucun des 2 matelots. Il est dur de tempérament, mais on dirait que toute son énergie s'est retournée contre lui-même et le ronge de l'intérieur. Les 2 hommes, eux, ne songent même plus à avoir peur. Ils continuent simplement à travailler avec patience, s'attendent au pire. Ils sont russes, le second est roumain. 2 août, minuit. Endormi depuis quelques minutes à peine, je viens de m'éveiller en entendant un cri poussé, m'a-t-il semblé, à mon hublot. Mais il m'a été impossible de rien voir à cause du brouillard. En toute hâte, je suis montée sur le pont, où j'ai rencontré le second qui accourait lui aussi. Il me dit avoir également entendu ce cri, mais que, arrivant presque aussitôt sur le pont, il n'a pas vu l'homme qui était de quart. Encore un disparu. Que le Seigneur veuille nous protéger. D'après ce que dit le second, nous sommes maintenant dans la mer du Nord, et seul Dieu peut nous guider à travers ce brouillard qui semble avancer vers nous. Mais Dieu semble nous avoir abandonnés. 3 août. À minuit, j'ai voulu aller relever l'homme qui tenait la barre, mais quelle ne fut pas ma stupeur. Personne n'était au gouvernail. J'appelai le second qui apparut presque aussitôt. Il avait l'œil hagard, l'air véritablement affolé, et je craignis qu'il ne fût en train de perdre la raison. S'approchant de moi, il me parla à l'oreille comme s'il craignait que le vent lui-même l'entendît. « La chose est ici, j'en suis sûre maintenant. La nuit dernière, je l'ai vu. Ça ressemble à un homme grand et mince, affreusement pâle. Il était à la proue et regardait vers le large. Je me suis glissée derrière lui et j'ai voulu lui donner un coup de couteau. Mais mon couteau est passé au travers, comme s'il n'y avait eu là que de l'air. » Tout en parlant, il avait sorti son couteau de sa poche et le maniait avec des gestes brusques, comme s'il voulait déchirer l'espace. « Mais il est ici, » reprit-il, « et je le trouverai. Dans la cale, peut-être dans une de ces caisses. Je vais les ouvrir l'une après l'autre, et je verrai. Vous tenez la barre. » Puis, me jetant un regard de connivence, il mit un doigt sur la bouche et descendit. Le vent se faisait de plus en plus fort, et je ne pouvais pas quitter le gouvernail. Bientôt, je vis mon second remonter sur le pont avec un coffre à outils et une lanterne, puis disparaître de nouveau par l'écoutille de l'avant. Il est fou,
Il divague, et ce serait en vain que j'essaierais de la raisonner. Qu'il fasse ce qu'il veut de ses caisses. Il ne court aucun risque de se blesser. Je reste donc ici à m'occuper du gouvernail, tout en prenant ses notes. Tout ce que je peux faire, c'est d'avoir confiance en Dieu et attendre que le brouillard se dissipe. À ce moment-là, si je peux me diriger vers un port quel qu'il soit, par ce vent de tempête, j'amènerai les voiles et ferai des signaux de détresse. Hélas, je crois bien que tout soit fini maintenant. À l'instant même où je commençais à espérer que le second se calmerait, car je l'avais entendu dans la cale donner des coups de marteau, un brusque cri d'épouvante me parvint par l'écoutille, et notre homme fut projeté de la cale sur le pont tel un boulet de canon. Mais c'était un fou furieux, les yeux égarés et le visage convulsé par la terreur. « Au secours! Au secours !» criait-il en promenant ses regards sur le mur de brouillard. Puis, sa frayeur faisant place à un sentiment de désespoir, il me dit d'une voix assez ferme: « Vous feriez bien de venir vous aussi, capitaine, avant qu'il ne soit trop tard. Il est là. Maintenant, je connais le secret. La mer seule peut me protéger de cette créature. » Avant que je ne puisse dire un mot ou faire un mouvement pour le retenir, il sauta par-dessus bord, se jeta à l'eau. Je suppose que moi aussi maintenant je connais le secret. C'est sans doute ce malheureux devenu fou qui s'est débarrassé de tous les hommes l'un après l'autre et, à présent, lui-même a voulu les suivre. Que Dieu me vienne en aide. Comment expliquerai-je de telles horreurs quand j'arriverai au port? Quand j'arriverai au port. Arriverai-je jamais au port? 4 août. Toujours ce brouillard que le lever du soleil ne parvient pas à percer. Si je n'étais pas un marin, je ne saurais même pas ce que c'est le lever du soleil. Je n'ai osé ni descendre dans la cale ni quitter le gouvernail. Je suis donc resté ici toute la nuit et, dans l'obscurité, j'ai aperçu la chose. Je l'ai aperçu, lui. Que Dieu me pardonne, mais le second a eu raison de se jeter dans la mer. Il a eu raison de vouloir mourir en homme. On ne peut pas reprocher à un marin de vouloir mourir ainsi. Mais moi, je suis le capitaine et je ne peux abandonner mon bateau. Mais je saurai déjouer les plans de ce démon, de ce monstre. Quand je sentirai que mes forces diminuent, je me lierai les mains à la roue du gouvernail et j'y lierai aussi ce qu'il n'osera pas toucher. Alors, que le vent soit favorable ou non, je sauverai mon âme et mon bonheur de capitaine. Je me sens plus faible et bientôt, ce sera de nouveau la nuit. S'il vient encore me regarder en plein visage, je n'aurai peut-être pas le temps d'agir. Si nous faisons naufrage, peut-être trouvera-t-on cette bouteille et ceux qui la trouveront comprendront peut-être. Sinon, eh bien, alors que l'on sache que je n'ai pas manqué à mon devoir. Que Dieu et la Sainte Vierge et tous les saints viennent au secours d'une pauvre âme innocente et de bonne volonté. Comme il fallait s'y attendre, le jugement conclut au crime sans désigner le coupable. Il n'existe aucune preuve à conviction, et personne ne peut dire si l'homme est coupable ou non de tous ces meurtres. Les habitants de Whitby sont unanimes pour soutenir que le capitaine est tout simplement un héros, et on lui fera des funérailles solennelles. Déjà, on a décidé que son corps serait placé sur un train de barque pour remonter une partie de l'Esk, puis ramené à la Tathill Pier, et de là au cimetière, par l'escalier qui monte à l'abbaye, car c'est là-haut qu'il sera enterré. On n'a retrouvé aucune trace du grand chien, ce qui est dommage car l'opinion publique est telle en ce moment que la petite ville tout entière l'aurait adopté. Nous assisterons donc demain aux funérailles du capitaine, et ce sera la fin de ce mystère de la mer qui s'ajoute à tant d'autres. Journal de Mina Murray, 8 août. Lucie a été fort agitée toute la nuit et moi non plus. Je n'ai pas pu dormir. La tempête était terrible et, quand le vent s'engouffrait dans la cheminée, on eût cru entendre le canon. Chose étonnante, Lucie ne s'est pas réveillée, mais à 2 reprises elle s'est levée et habillée. Heureusement, je l'ai entendue chaque fois et je suis parvenue à la déshabiller sans la réveiller et l'ai remise au lit. Ces crises de somnambulisme sont étranges car
Aussitôt qu'on l'arrête dans ses mouvements, elle renonce à l'intention qu'elle avait un moment auparavant, si au moins on peut parler d'intention dans ce cas, et elle reprend une vie apparemment normale. Nous nous sommes levés de bonne heure toutes les deux, et nous sommes descendus au port, curieuses de savoir ce qui s'était passé pendant la nuit. Nous n'y vîmes presque personne, bien que le soleil brillât de tout son éclat et que le temps fût clair et frais. De grosses vagues encore menaçantes, dont les immenses creux paraissaient très sombres en contraste avec l'écume d'un blanc neigeux qui les surmontait, se précipitaient sauvagement dans le port. Je me réjouis à la pensée que Jonathan n'était pas en mer la nuit dernière. Mais n'est-il pas en mer, vraiment? Est-il à terre? Où est-il et comment va-t-il? Je suis tellement inquiète à son sujet. Si seulement je savais ce que je dois faire, et si je pouvais faire quelque chose. Les funérailles du pauvre capitaine aujourd'hui furent fort émouvantes. Je crois que tous les bateaux, toutes les barques du port étaient rassemblées. Le cercueil fut porté par des officiers de marine depuis la Tate Hill Pier jusqu'au cimetière. Lucie m'accompagnait. Nous allâmes nous installer sur notre banc alors que le cortège de bateaux remontait la petite rivière jusqu'au viaduc, pour revenir ensuite à la Tate Hill Pier. Et de cet endroit de la falaise, nous ne le perdîmes pas un instant de vue. La dépouille du malheureux capitaine fut descendue dans une tombe proche de notre banc, de sorte que, debout sur ce banc, nous pûmes suivre tous les détails de cette funèbre cérémonie. La pauvre Lucie semblait fort émue, comme en proie même à une sorte d'angoisse. À mon avis, les nuits agitées qu'elle passe et les rêves qu'elle doit faire nuisent à sa santé. Mais, chose bizarre, quand je lui parle de cela, elle ne veut pas reconnaître qu'il y a une cause à cette nervosité, ou bien elle prétend qu'elle ne la connaît pas elle-même. Peut-être aujourd'hui son inquiétude est-elle encore plus vive du fait que le pauvre Mr. Swells a été trouvé mort sur notre banc ce matin, le cou tranché. Il est certain, comme l'a dit le docteur, qu'avant de tomber, une terreur inexplicable l'avait saisi, car l'horreur était encore marquée sur son visage au moment où on l'a relevé. Le malheureux vieillard. N'a-t-il pas vu la mort approcher? Lucie est si sensible que tout la touche plus profondément que les autres. Pendant l'enterrement, elle a été bouleversée par une chose qui n'avait guère attiré mon attention, bien que j'aime beaucoup moi-même les animaux. Un des hommes qui monte souvent ici pour surveiller les bateaux de pêche avait été, comme d'habitude, suivi par son chien. Pendant le service, le chien ne voulait pas venir près de son maître, qui était près de nous sur le banc. Il restait un peu plus loin, à aboyer, à hurler. L'homme lui parla d'abord doucement, puis d'un ton ferme, puis avec colère. En vain. L'animal continuait à aboyer de plus belle. Il était en fureur. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage, et tous ses poils étaient hérissés comme la queue d'un chat qui se bat avec un autre chat. Finalement, l'homme, furieux à son tour, sauta du banc et alla donner un coup de pied au chien. Puis il le saisit par la peau du cou et le traîna jusqu'à la pierre tombale sur laquelle est posé le banc. À l'instant même où elle toucha la pierre, la pauvre bête se calma mais se mit à trembler de tout son corps. Loin d'essayer de se sauver, elle se coucha à nos pieds, et elle paraissait si terrorisée que j'essayai sans y réussir de la rassurer. Lucie en avait pitié également, mais elle ne fit aucun geste pour le caresser. Elle fixait sur elle des regards d'angoisse. J'ai bien peur qu'elle n'ait une nature vraiment trop délicate pour supporter tout ce que la vie lui réserve. Quelle nuit va-t-elle encore passer? Toutes ces choses, un bateau qui entre dans le port avec un mort au gouvernail, lié à la roue par un chapelet, la longue cérémonie des funérailles, le chien tantôt furieux, tantôt terrifié. Oui, tout cela est bien fait pour peupler ses rêves. Il serait sans doute souhaitable qu'elle n'aille au lit ce soir que fort fatiguée. Je veux parler d'une fatigue physique. Je vais donc l'emmener faire une longue promenade sur les falaises jusqu'à la baie de Robin Hood, d'où il nous faudra encore revenir. Après cela, elle n'aura pas envie, je pense, de se relever cette nuit, mais de marcher tout endormie.